Bonjour à toutes et à tous. Les amis, quoi vous dire? On commence déjà à entendre un peu partout, bon, on savait que ça allait arriver, on commence déjà à entendre, après l'émotion et le drame qu'ont suscité les images que nous avons vues au début de la semaine, eh bien on commence à entendre de la part des réseaux sociaux et de certains médias, en France et ailleurs, qu'il faudrait quand même pas oublier que, bon, bah, c'est pas assez grave hein, ce qui s'est passé, mais c'est quand même parce que Israël a pris la terre des Palestiniens. Il ne faudrait quand même peut-être pas oublier qu'il y a une population qui est conquise depuis 75 ans. Au-delà du ridicule de l'argumentaire, parce que je rappelle en préambule que depuis 2005, il n'y a plus un seul juif et plus un seul israélien dans toute la bande de Gaza. Première chose. Donc, quand on nous dit qu'on a volé la terre des Palestiniens à Gaza, il faudra repasser. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'origine. Vous savez, l'origine. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Oui, je sais, je suis peut-être remonté un petit peu trop loin. Mais il nous dit le premier Rashi de la Torah, que la Torah aurait peut-être dû commencer par la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné au peuple juif, de changer de calendrier dans le livre de Shemot. Il nous dit Rashi, non, la Torah a commencé par Bereshit pour une seule raison, pour nous dire que toute la terre appartient à Dieu. Et c'est lui qui décide à qui il la donne, et à qui il la reprend, et à qui il la redonne. Nous dit Rashi, lorsque viendront un jour les réseaux sociaux et les différentes chaînes d'information dire que Israël a volé la terre, alors Rashi dit des 7 peuplades cananéennes, mais s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait dit, si un jour les nations viennent nous dire vous avez volé la terre des Palestiniens, hem omrim lahem, ils leur disent, le peuple juif, leur disent aux nations, toute la terre appartient à Dieu. Et il a décidé de la donner un jour aux Cananéens, et ensuite de leur reprendre et de la donner à Yoshua. Et de la même façon, il a décidé de la donner au roi David, et il a décidé de nous la reprendre à un moment donné, de la donner à différentes nations, jusqu'au moment où il leur reprend et nous la donne à nous. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais arriver. Les amis, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Moyen-Orient. Je voudrais juste vous rappeler que entre les années 1517 et les années 1917, comme ça, on a 400 ans bien tassés, en Israël règne l'Empire ottoman, des musulmans, turcs, mais musulmans quand même. Et donc, dans tout l'Empire ottoman, il y a un endroit qui s'appelle la Palestine. La Palestine, qui n'a absolument rien à voir à ce moment-là avec les Palestiniens, qui n'existent pas à ce moment-là. La Palestine est le nom de la région, nom qui a été donné par l'empereur Adrien, l'empereur romain, Adrien en l'an 135, voulant énerver les Juifs qui venaient de perdre la révolte de Bar Korva, et donc renommant le pays qui s'appelait jusqu'alors la Judée, faisant bien référence au judaïsme, eh bien il renomme le pays Sura Palestina. Pourquoi Palestina? Parce qu'on va reprendre l'ennemi biblique des Juifs qui s'appelait les Philistins, Plishtim. Le problème, c'est que dans les peuples de cette région-là, à cette époque-là, le Shin se dit Sin, et donc de Plishtim, ça devient Palestine. Très bien, donc on fait référence aux Philistins pour appeler cette zone. Je veux bien, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que les Philistins sont des Grecs, enfin viennent de la péninsule de la Grèce, et sont arrivés dans la terre d'Israël. Ce qui veut dire le mot également liflosh, ceux qui sont arrivés. Absolument rien à voir avec des Arabes, qui viendraient de la péninsule arabique. Donc quand vous me dites, les Palestiniens d'aujourd'hui sont les descendants, c'est une plaisanterie. Sous l'Empire ottoman, 400 ans de règne musulman dans la région. À aucun moment, aucun arabe de la région ne s'est revendiqué palestinien. Pachout, tout simplement. D'ailleurs, c'est tout à fait naturel puisque le monde arabe ne réfléchissait pas à ce moment-là en tant que nation, mais réfléchissait en tant que
shevet, tribu. Les différentes familles qui composent eh bien, les différentes directions du monde arabe sont des familles qui sont devenues des tribus. C'est encore le cas aujourd'hui, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en Jordanie. Il y a des familles qui ne sont pas les mêmes que les autres familles, qui n'ont pas exactement les mêmes cultures, qui n'ont pas d'ailleurs exactement les mêmes dialectes. Alors oui, il y a une identité arabe générale, bien sûr, mais il n'y a pas de nation palestinienne, à cette époque-là du moins. Et puis arrive le 19e siècle. Le 19e siècle, l'Empire ottoman est en perte de vitesse énorme, et le peuple juif, porté par la vague du nationalisme qu'on voit en Europe, eh bien, décide aussi, et porté malheureusement également par les persécutions, décide de se tourner vers un retour vers sa patrie ancestrale. Et c'est là que vont arriver des gens généreux qui vont permettre aux Juifs d'acheter des terres en Israël. Je parle du baron de Rothschild, je parle du baron Touro, je parle du ministre Sir Moshe Montefiore. Nous avons acheté tous ces terrains, rubis sur ongle. Tous les terrains qui ont permis à la construction des villages, je parle d'avant la création de l'État d'Israël, je parle de tous ces villages comme Rosh Pina, comme Petar Tikva, comme Tel Aviv, ont été achetés. Qui a volé quoi que ce soit? Puis après, évidemment, est arrivé 1917, avec la conquête de l'Empire britannique de toute la région, dans la Première Guerre mondiale. L'Empire britannique devient donc le patron de la terre d'Israël, de la Palestine. Et l'Empire britannique va faire sa déclaration, la déclaration Balfour, au nom du ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, disant que l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. Palestine, toujours Palestine. Hein. Oui, bien sûr, faisant référence à Adrien, l'empereur romain. À ce moment-là, il n'y a toujours pas de velléité palestinienne chez les Arabes qui habitent dans la région. D'ailleurs, la Société des Nations, la SDN, qui va signer la déclaration Balfour à San Remo, 3 ans plus tard, va donner un mandat à l'Empire britannique pour réaliser la déclaration Balfour. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que sous le règne britannique, la région n'est pas exactement la même, n'a pas le même statut exactement que l'Inde, pour être une colonie anglaise. Ici, nous sommes un mandat britannique. Les Anglais n'ont pas prévu de s'y installer pour l'éternité. Ils sont là pour faire en sorte que l'État d'Israël puisse voir le jour. Évidemment, je ne vous refais pas toute l'histoire, il y aura des tensions politiques, parce que les Britanniques comprennent aussi qu'il y a des Arabes dans la région, et qu'au niveau des intérêts de l'Angleterre, peut-être que ça vaut mieux le coup d'être copain avec les Arabes qu'avec les Juifs. Je passe les détails. Le fait est qu'au final, pendant toute la période depuis la déclaration Balfour, et jusqu'à la création de l'État d'Israël, eh bien, s'organisent des velléités pas nationales chez les Arabes de la région, mais des velléités qu'il n'y ait pas d'État d'Israël. Et très vite, il y a un homme qui va comprendre cela, qui s'appelle le Moufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, qui va réussir à réunir tous les Arabes de la région. Comment? Par l'islam. Et donc de dire que la création d'un État juif ici serait une abomination pour l'islam. Et c'est ça qui va réunir tout le monde. Ce n'est pas la nation palestinienne. Mais les amis, en 1947, il y a le vote des Nations Unies. Vote des Nations Unies qui propose un partage de la zone. En fait, déjà un deuxième partage, puisque dans le mandat britannique, pour créer l'État juif, ça devait s'étendre sur ce qui est aujourd'hui Israël et la Jordanie. La Jordanie a été créée de manière autonome avant la création de l'État d'Israël, puisqu'il n'y avait de toute façon pas de juifs à l'intérieur de ce territoire. Donc les Anglais ont dit, bon bah allez, on va faire le grand royaume de Jordanie. Mais en 1947, il y a le plan de partage pour le reste de la terre, un pays pour les Juifs, vous le savez, un pays pour les Arabes.
Ce pays, d'ailleurs, pour les Arabes, n'est pas censé s'appeler la Palestine à ce moment-là. On accepte. On accepte, on est prêt à accepter, avec en plus une Jérusalem qui serait internationale. Et on accepte la résolution de l'ONU. Les Arabes ne l'acceptent pas. Et le 30 novembre, le vote des Nations Unies, c'est le 29 novembre 1947. Le 30 novembre, les Arabes attaquent. C'est très important de se rappeler de cela parce que lorsque certains gens vous disent il faut revenir aux frontières de 47, genre les frontières de la résolution proposée par l'ONU. Sauf que la résolution de l'ONU n'a plus de véritable valeur juridique à partir du moment où l'une des parties, les Arabes, l'ont rejetée. Et donc il y a la guerre d'indépendance. Et dans cette guerre, nous sommes attaqués par 7 pays arabes. Nous gagnons la guerre. Et lorsque nous gagnons la guerre, alors que nous avons été attaqués, eh bien d'après le droit international, tous les territoires qui ont été conquis, lorsque tu t'es défendu, sont à toi. Tant pis pour ceux qui n'ont pas accepté le plan de partage. Ah oui, mais il y a beaucoup de populations civiles qui sont parties de leur maison avant le début de la guerre, ayant été prévenus par les pays arabes, et maintenant ne peuvent plus rentrer. Ah ben oui, mais c'est tant pis pour vous. Vous avez décidé sciemment de partir, tant pis pour vous. Ah, mais il y a d'autres personnes qui sont restées en Israël et qui ont été tuées. Les amis, c'était la guerre. Et il y a eu des combats partout, y compris, malheureusement, chez les civils. Mais pour tous les Arabes qui n'ont pas pris part au combat, qui n'ont pas aidé les troupes arabes unifiées de venir nous attaquer, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre de 48 ? Eh bien, ils ont reçu l'indépendance israélienne, ils ont reçu la citoyenneté israélienne, ils font partie de l'État d'Israël, ils votent à la Knesset, ils ont tous les droits que n'importe quel citoyen peut avoir, couverture maladie, accès aux soins, accès à l'université, ils peuvent exercer tous les métiers du monde. Il y a des juges à la Cour suprême qui sont musulmans, je vous rappelle que c'est quand même un juge musulman qui a envoyé en prison un ancien premier président de l'État d'Israël juif. Donc pour l'apartheid, il faudra revenir. Et puis pendant 19 ans, entre 1948 et 1967, la partie est de Jérusalem, la Judée-Samarie, sont conquises par la Jordanie. Donc des musulmans. Pendant 19 ans, pourquoi ils n'ont pas donné la Judée-Samarie aux Palestiniens pour en créer un État autonome? C'est intéressant. Pourquoi personne n'a demandé de créer un État palestinien à ce moment-là? Ceux qui sont tellement prompts à dire que nous ne faisons pas bien le travail. Les Jordaniens, pendant 19 ans, n'ont non seulement pas donné aux Arabes la possibilité de créer un État autonome en Judée-Samarie, mais en plus de ça, ils n'ont même pas annexé officiellement cette zone à la Jordanie. C'était une domination militaire. Ah ah. Donc arrive 1967 et la guerre des 6 jours. Et durant cette guerre, Israël va réussir de manière éclatante à libérer la Judée-Samarie et tout Jérusalem. Les territoires que vous avez volés à qui? À la Palestine? Mais ils n'existent pas. Aux Palestiniens? Mais ils n'existent pas non plus à ce moment-là. Alors à qui tu les as volés? Ah, tu as reconquis ces territoires-là de l'armée jordanienne. Donc ils appartenaient à qui ces territoires avant? Pas à la Jordanie. Alors à qui? À la dernière instance légale officielle, à savoir l'Empire britannique, qui, dans sa déclaration Balfour, et lorsqu'elle a été signée par la SDN, devait revenir au peuple juif. Un Hébreu, un membre du peuple d'Israël, ne pourra jamais être un colon en Israël. Un Juif ne sera jamais un colonisateur en Judée. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais du problème des réfugiés palestiniens? Ah oui. Dans les années 50, on a créé la fiction qui a marché, de l'identité palestinienne. Yasser Arafat, entre autres. Et ça marche.
Tout d'un coup, il y a une identité nationale palestinienne qui aurait une histoire, sauf que non. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, ils sont là. Nachon, ils sont là. Qu'est-ce que tu vas faire des gens qui habitent en Égypte, qui habitent dans des camps de réfugiés? Mais demandez à l'Égypte de s'occuper d'eux. Demandez à la Jordanie de s'occuper d'eux. C'est pas mon problème. Oui, mais alors on va où? Tu veux annexer la Judée-Samarie? Que ça devienne Israël? Complètement? Et qu'est-ce que tu fais de la population arabe? La population arabe, elle peut très bien vivre en Israël. Comme il y a aujourd'hui une population arabe florissante dans de très nombreuses villes d'Israël. Et ça peut devenir des citoyens qui respectent la loi. Ah, mais il va y avoir un décalage démographique et il n'y aura plus de majorité juive. Les amis, d'abord, la démographie a changé de camp. Les femmes juives font maintenant plus d'enfants que les femmes arabes. Ça, c'est 1. 2, et faites un peu confiance à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, en 1988, alors qu'il y avait, je crois, 3,5 millions de juifs en Israël, on disait qu'il fallait absolument couper tout le pays en deux, c'était pendant la première intifada, parce que demain, il y aura un chamboulement démographique et c'est pas possible, les Arabes seront plus nombreux. 1 an plus tard, la chute du mur de Berlin. 1 année plus tard, 1 million de juifs qui arrivent du bloc de l'ex-URSS. Et ne me faites pas rentrer dans « ouais, mais ils sont pas tous juifs ». L'écrasante majorité, ils étaient juifs à 100%. Et tout d'un coup, pouf, la balance démographique, elle est repartie. Vous me dites qu'en Judée-Samarie, il va y avoir un chamboulement. Qui te dit que demain, suite à ce que nous vivons, il n'y aura pas un réveil de nos frères qui habitent en France et qui vont tous venir? Pouf, 500 000 juifs de France, boum, qui arrivent en Israël et qui peuplent la Judée-Samarie. Qui me dit qu'il n'y aura pas un réveil de nos 4,5 millions de juifs américains qui se réveillent et qui vont faire de la Judée-Samarie un grand terrain de basket? Les amis, Koach Ma'asav Igid Le'amo. Kadosh Baruch Hu nous montre que c'est lui le patron. En 2005, nous avons décidé de nous retirer de la bande de Gaza. Et dès 2006, le Hamas est monté au pouvoir. Et dès lors, il n'y a plus un seul juif là-bas. Plus un juif à accuser, plus un juif à dire « vous avez volé la terre de qui que ce soit ». Aujourd'hui, le Hamas nous a remontré que son objectif n'est absolument pas de créer un État palestinien à côté d'un État israélien. Que son objectif, tel que c'est marqué dans sa charte, c'est de détruire l'État d'Israël jusqu'à la racine et de massacrer tous les juifs qui peuvent. Ils l'ont remontré. Et nous ne pouvons qu'espérer que cette fois-ci, nous avons compris le message. Et que nous allons réagir de la manière la plus forte possible. Nous avons absolument pas à nous excuser d'être les légitimes propriétaires de la terre d'Israël. C'est notre droit historique et c'est notre droit biblique. Oui, dans une France qui se veut laïque, je n'ai pas peur de prononcer haut et fort que notre première légitimité sur la terre d'Israël, c'est parce que Dieu nous l'a donnée. L'histoire n'a fait que renforcer la promesse divine. Aujourd'hui, Am Israël, le peuple juif, se tient comme un seul homme pour réaliser et ramener la vérité et la justice de l'histoire pour dévoiler le nom de Dieu sur le monde entier. À bientôt les amis.